Mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, était en Mauritanie. Pour l'occasion, il a offert le soutien de Moscou dans la lutte anti-djihadiste. Il a aussi affirmé respecter les positions de la Mauritanie aux Nations Unies, qui s'est, il faut le rappeler, prononcée contre la guerre en Ukraine. Donc, en réalité, la Russie a respecté la décision de la Mauritanie et ce n'est pas pour autant qu'elle l'a blacklisté. En tout cas, avant la Mauritanie, Monsieur Lavrov était au Mali et là, nous rentrons dans le cœur de notre débat. Merci de nous écouter à travers la 96.3 FM, For You Radio, bien sûr, votre média panafricain, For You Media Africa. Vous nous suivez également à travers nos plateformes Facebook, mais aussi YouTube en live. Et vous le savez, vous pouvez bien sûr réagir à travers ces différentes plateformes. C'est un programme Regard panafricain qui sera également retransmis sur nos antennes, la télévision For You Media Africa, l'unique télévision panafricaine. Du côté de Bamako, la venue de M. Lavrov est une évidente marque de considération. Celle-ci témoigne de la solidité de leur relation alors que Moscou devient le premier partenaire du Mali depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta. Même son de cloche pour la Russie, pour cette visite permet de renforcer sa présence, non pas seulement au Mali, mais en Afrique et surtout dans les pays voisins, tels que le Burkina Faso, qui montre d'ailleurs depuis un moment des signes d'une volonté de se rapprocher d'avec Moscou pour les peuples africains. Et surtout, maliens, c'est une bonne nouvelle, surtout que depuis plusieurs mois déjà, certains pays africains exigent la fin de l'hégémonie française en Afrique. La France, qui est beaucoup plus citée au regard de son passé historique avec l'Afrique, nous disent les analystes. Mais il faut savoir que c'est tout le bloc occidental qui présente une ferme de moins solidarité face au gouvernement africain qu'il qualifie de putschistes ou encore de dictateurs. Qu'à cela ne tienne, ce rapprochement inquiète profondément le bloc occidental. Pourquoi la Russie? Mais pourquoi? D'autres diront porqué, d'autres même why. Mais pourquoi? De toutes les façons, Bamako ne tergiverse plus. C'est la Russie, le choix est vite fait. Et c'est troublant. Alors, comment faire pour écarter Moscou? Comment récupérer la main, du moins, les territoires africains que nous réserve l'avenir? Un changement de paradigme qui s'annonce, pas sûr qu'il soit encore lointain, mais il est assurément certain. Mesdames et messieurs, notre invité. Patient parfait dans notre invité de ce soir, Regard panafricain vous accueille sur son plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la princesse du panafricanisme, la grande Manuela Sikendoumbé. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de répondre présent à vos invitations, surtout quand j'ai l'honneur d'être sur ce sublime plateau de For You Media Africa, qui est le number one évidemment de l'actualité panafricaine depuis un certain temps, et nous espérons que de plus en plus nous aurons l'honneur d'être ici devant ce micro, sur ce formidable, fabuleux plateau de la radio panafricaine que For You Media Africa. Merci. Merci à vous, Passion Parfait. Dans mon rappel à nos téléspectateurs ou encore auditeurs ou téléauditeurs que votre radio For You Media Africa est bien sûr sur satellite. Nous vous donnerons dans les prochains jours les coordonnées nécessaires afin que vous nous suiviez partout où vous êtes dans le monde, afin que vous ayez l'information africaine par les Africains, pour les Africains, surtout débattue par les panafricains.
Passion Parfum d'Homme. On rappelle que tout à l'heure, on ira également au téléphone. On va prendre Cheikh Oumar Keïta avec lui. Non, plutôt Cheikh Tidiane, voilà, ça se confond un peu. Avec lui, on va également prendre son avis sur la question, bien sûr, malienne. Mais commençons déjà avec vous, monsieur Parfum d'Homme. C'est la première fois, ça se dit d'ailleurs, qu'un chef de la diplomatie russe se rend comme ça à Bamako. On n'ignore pas les liens aujourd'hui entre ces deux pays. Alors, c'est un acte fort, Passion Parfum d'Homme. Ben évidemment que c'est un acte fort, mais il faut quand même souligner que ce n'est pas la première visite du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov en Afrique. En Afrique, exactement. Mais au Mali, à Bamako, le président Assimi Goïta, oui, c'est une première. Et c'est d'autant plus important cette visite qu'en réalité elle s'inscrit dans une nouvelle coopération augmentée entre le Mali et la Russie, avec ce que nous voyons aujourd'hui comme bonification des capacités de résistance et surtout d'opérationnalité de l'armée malienne. Et cela dû en grande partie, n'est-ce pas, cette coopération qui a permis à l'armée malienne de se doter aujourd'hui, n'est-ce pas, des réponses à la fois logistiques et militaires qui permettent à ce que cette armée malienne-là soit aujourd'hui d'une vélocité sur le terrain, d'une précision dans les actions, mais surtout d'une liberté, n'est-ce pas, en termes d'organisation de ces opérations, parce que le renseignement, il est juste, les forces militaires sur le terrain, ils ont le matériel adéquat qu'il faut, les armées sur le terrain, ils ont été bien entraînés, bien formés à ce combat avec cet hydre-là que représente le terrorisme dans cette bande sahélo-sahélienne. Et le peuple malien et l'armée malienne, mais surtout les peuples de cette sous-région. N'oublions pas que l'épicentre de ce terrorisme se situe au niveau de ce qu'on appelle la zone des 3 frontières qui regroupe les pays que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et ce sont les peuples de cette région-là qui respirent de plus en plus depuis que cette armée malienne est montée en puissance dans sa capacité de réaction vis-à-vis de ce groupe terroriste. Des groupes terroristes. Et effectivement, cette thématique va nous permettre aussi d'aborder cet autre pan de la question, Passion Parfum, donc, parce que vous le savez, cette visite intervient au moment où, entre le Mali et bien sûr, je vais dire le bloc occidental, on pourrait le dire, rien ne va plus. Et en même temps, il y a beaucoup d'attaques, il y a quand même encore des attaques terroristes du côté du Mali. Et de l'autre côté, justement, en Occident, on estime que c'est aussi parce que, entre autres, les troupes françaises ont quitté les lieux, ont plié bagages et voilà, finalement, on est peut-être dans le regret. Écoutez, nous sommes dans la propagande. Les confrontations militaires sur le plan géopolitique mondial s'accompagnent de propagande. S'accompagnent éminemment de propagande. Nous sommes en gros dans la propagande, mais ce n'est pas ce que pense le peuple malien lui-même. Le peuple malien est plutôt euphorique par rapport au succès, n'est-ce pas, j'allais dire quasi quotidien de leur armée, n'est-ce pas, à la reconquête des espaces qu'ils avaient totalement perdus, et ils sont à l'inverse de cette propagande occidentale qui justifiait la prétendue quiétude, n'est-ce pas, dans cette bonne zone sahélo-sahélienne, bien que ce soit, comment on peut appeler ça, une espèce de moquerie à la limite. Et je pense que, bon, en fait, ça s'inscrit dans une vaste propagande, ces formes d'attaque. N'oubliez pas que là aussi, depuis le 8 février, je crois, il y a eu cette coalition des forces de l'Azawad qui se sont réunis et se sont constitués en une force unique. Ça participe aussi de ces réponses contre la volonté de Mali de se doter enfin d'une armée puissante, d'une armée forte, d'une armée capable de défendre l'intégrité de son territoire, sans compter évidemment d'être capable de protéger les populations et les biens des Maliens sur leur territoire. Nous disons, si on peut faire une petite esquisse, ça fait partie d'analyse et d'équilibre, n'est-ce pas, en termes d'un constat. Ça fait plus de 60 ans que l'armée française était présente dans cet espace. Quand on voit en un laps de temps record ce que le Mali a eu
avoir comme armement, comme avion de combat, comme hélicoptère de combat, livré comme par la Russie. Oui. Et on voit, c'est-à-dire que vraiment ce que l'armée malienne avait, à un moment donné, vous avez vu, on nous a dit que les forces Touareg qui étaient parties du nord descendaient sur Bamako. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une réponse. Oui. Il a fallu, justement, et c'est ça qui a justifié la présence de l'armée française en masse. Vous vous souvenez de la visite, ou bien de l'accueil du président Hollande au Mali, parce que l'armée était complètement en pièces détachées. Et il n'y avait plus de réponse, en termes de réponse armée de l'État malien pour contrer suffisamment ces terroristes. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. L'inverse se produit, et c'est à ce moment que la propagande occidentale, par le biais, n'est-ce pas, de leurs médias, tente à nous démontrer que vraiment maintenant c'est très grave, les terroristes... Mais est-ce que c'est pas grave avec les attaques terroristes pour rester quand même dans restant peut-être dans ces faits qui sont réels? Oui. Il y a quand même des attaques terroristes malgré la présence russe. Malgré le redéploiement des troupes Barkhane qui étaient stationnées au Mali, n'est-ce pas, au niveau du Niger, il y a encore eu des attaques au Niger. Ça, c'est avec aussi des dizaines de morts. Exactement. Donc ça ne peut pas être une justification, n'est-ce pas, du fait qu'il y a eu encore des escarmouches, il y a encore des attaques, il y a encore des tueries de cette hydre dans cette bande saoudienne, que cela remette en cause les avancées, les gains, les victoires de l'armée malienne sur ces terroristes aujourd'hui. C'est ne pas faire honneur à la vérité de se lancer dans ce type de raisonnement. Je pense tout simplement que nous sommes en plein dans la propagande, et ça va de soi, c'est de bonne guerre à la limite, n'est-ce pas? Parce que ce que les autres sont en train de perdre, la France en premier, qui était le représentant des forces impérialistes dans cette région, c'est énorme. Et quand vous faites un parallèle, par exemple, avec ce qui se passe en Ukraine, vous comprenez que, j'ai l'habitude de vous le dire, ce qui se joue là, avec on espère bien, la possibilité pour le monde d'avoir enfin un système multipolaire, c'est la fin de l'hégémonie occidentale sur l'ensemble du monde, en général, sur l'Afrique en particulier. Et c'est pour cela que la visite du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a tout son poids. Il a tout son poids parce qu'il tend à dire, et quand vous avez fait lors de votre introduction, le fait qu'il est allé, même en Mauritanie, qui a voté contre la Russie, c'est pour dire, nous sommes justement pour un monde multipolaire. Nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chaque peuple est libre dans ses choix, chaque peuple est libre dans ses décisions, chaque peuple est souverain dans ses options. Mais nous serons toujours à côté des peuples qui se battent pour endiguer cette poursuite terroriste qui ne permet pas à cette bande à ce pays de la bande sahélienne d'avoir cette quiétude qui peut amorcer un quelconque développement. Donc la Russie sera là. Elle sera disponible à apporter son soutien, à apporter son aide à tous ces États sans contrepartie géopolitique quelconque. Or, les autres conditionnent justement leur aide au fait qu'il faut qu'on coupe complètement les ponts avec les pays tiers, dont avec la Russie, précisément. C'est une forme d'infantilisation de nos diplomaties et de nos États. Et c'est ce que nous récusons et nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes pour des collaborations multiples et variées avec tous les peuples du monde en fonction de nos intérêts et en fonction de ce que nous jugerons utile que ces peuples puissent nous apporter. Mais de là à faire de nous de grands enfants, des attardés mentaux qui sont incapables de décider eux-mêmes en fonction de leurs propres intérêts, je crois que c'est là le nœud du problème aujourd'hui et l'enjeu majeur au niveau de cette nouvelle réalité, de ce nouveau paradigme qui s'écrit sur notre continent. Et c'est pour cela que moi, et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que je pense que nous sommes à une nouvelle ère. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère et il faudrait qu'au-delà de Mali, au-delà de Burkina Faso, au-delà de Centrafrique, que plusieurs pays africains s'inscrivent dans cette nouvelle logique qui est la logique de la liberté, la logique de l'indépendance réelle. Voilà la logique de l'indépendance réelle. D'ailleurs, vous restez égal à vous-même, Monsieur Parfendom. Ça fait des années que vous maintenez ces propos, justement, quel que soit le cas de figure, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique. Vous restez, en tout cas, ces analyses restent les mêmes. On connaît ce combat qui est le vôtre et qui ne change pas. Avant de poursuivre avec vous, on va aller retrouver Tchèque.
Tidiane, est-ce que c'est bon? Albert Dibonguet, qui est bien sûr notre metteur en ondes dans le cadre de cette émission. Est-ce qu'on pourrait avoir Cheikh Tidiane? Est-ce qu'il est déjà en ligne? Si oui, bien vouloir me le signaler. C'est bon, Albert? Bonsoir Madame Doumé, merci. Moi je vois ce rapprochement entre Bamako et Moscou comme étant la réactivation des liens historiques existants entre Maliens et Russes. En effet, la coopération russo-malienne remonte au début des années 60. Alors, on me signale que c'est bon avec Cheikh Tidiane. Je pense que je l'ai suivi déjà un peu, du moins un petit bout. Bonsoir, quand même, on n'a pas eu l'occasion de se dire bonsoir. Bonsoir à vous, cher monsieur. Vous êtes un grand activiste, vous êtes un grand défenseur également des droits, je ne vais pas dire de votre pays seulement, mais des Africains. On connaît votre combat. Alors, monsieur Cheikh Tidiane, cette visite du ministre russe des Affaires étrangères, monsieur Sergei Lavrov, qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre et de salive, il promet, du moins, il espère consolider à travers cela, et c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté aussi du côté malien, ces liens qui unissent désormais ces deux pays. Alors déjà, à votre niveau, en tant qu'activiste panafricain ou encore africain, comment est-ce que vous accueillez cette offre, on va le dire comme ça, russe au Mali? Bien sûr, ces rapprochements entre Bamako et Moscou inquiètent énormément les Occidentaux, mais pas du tout la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse malienne, parce que la coopération aujourd'hui... Alors on a perdu monsieur Tidiane, je ne sais pas. Donc vous allez nous signaler lorsque tout sera calé, fin calé la réalisation. On va revenir d'abord ici sur le plateau pour poursuivre. On rappelle à nos téléspectateurs, ou du moins téléauditeurs, pardonnez. Voilà, la thématique de ce soir porte bien sûr sur cette visite du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Il était du côté du Mali. On rappelle que ce n'est d'ailleurs pas, notre invité tout à l'heure le rappelait, c'est pas sa première visite en Afrique. Il a d'abord eu une tournée il y a quelques mois encore, et voilà une autre d'ailleurs, et qui poursuit dans d'autres pays africains, la Russie de plus en plus présente. Alors, Passion Parfait, on a l'impression qu'il y a comme une urgence, parce qu'on parle de renforcement justement des relations, le ministre qui se déplace, qui va quand même justement jusqu'au Mali pour renforcer cette coopération entre les deux pays. Est-ce qu'il y a une urgence? Il y a au-delà d'une urgence une demande. Oui. Une demande d'abord des peuples africains. Vous avez vu la jeunesse africaine dans la plupart de nos villes, de nos capitales, même les plus insoupçonnées, n'est-ce pas, mettre en avant cette requête. Nous voulons tout à fait. La Russie. Nous voulons l'aide de la Russie pour nous permettre justement d'endiguer ce phénomène terrible qui ne permet pas aujourd'hui à nos populations de vivre la quiétude qui devait être la leur. Et je dis, le monde a varié. C'est un monde multipolaire. C'est un monde qui engage aujourd'hui beaucoup de possibilités de contact, de relations avec l'ensemble des pays de cette planète. L'idée d'avoir un précaré qui était réservé aux représentants de l'impérialisme occidental sur notre continent qu'est la France, c'est terminé. L'idée de dire nous n'admettrons pas que qui que ce soit vienne empiéter sur nos plates-bandes, comme si nous étions des objets qu'on pouvait posséder à loisir, c'est terminé. Nous avons une idée d'une nouvelle génération d'hommes politiques, surtout des panafricains, qui sont dans une dimension, dans une logique qui voudrait une logique de coopération tout azimut avec l'ensemble, n'est-ce pas, des pays et des acteurs de notre planète, mais cette fois-ci, avec la liberté qu'ils auront à définir eux-mêmes le cadre de ces relations, à définir eux-mêmes les objectifs de ces relations, à définir eux-mêmes, j'allais dire, un ensemble de priorités qui sont les leurs par rapport à la protection de leurs intérêts. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de fantastique, et pour notre continent et pour la planète entière. Maintenant, nous ne sommes pas du tout aveugles
dû au fait qu'il y a une confrontation majeure qui se passe sur le plan géopolitique mondial, et que l'ancienne rhétorique que tout le monde connaît, les ennemis, n'est-ce pas, de nos ennemis sont forcément nos amis. Si on peut placer des coups par là, et à gauche, à droite, pour affaiblir la présence, mais surtout affaiblir la prétention de la domination de nos ennemis, bon, c'est des bonnes guerres. Mais je ne pense pas que l'Afrique soit dans une quelconque confrontation avec qui que ce soit. L'Afrique a fait le bilan de sa coopération avec l'ancienne un partenaire obligé, pas un partenaire voulu, parce qu'il faut, si on veut qu'on rentre dans les fondamentaux, on verra bien que ce partenariat-là nous a été imposé. Ce n'est pas un partenariat que nous avons souhaité et voulu en tant que tel. Et nous nous rendons compte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'on sont plus de 60 ans après nos indépendances, très peu de pays africains, surtout francophones, possèdent par exemple un satellite à eux. Ah oui. Très peu de pays africains, surtout francophones, possèdent un complexe militaro-industriel permettant de fabriquer les armes dont ils ont besoin pour leur propre sécurité. Très peu de pays africains, surtout francophones, ont une flotte aérienne sur le plan militaire capable, n'est-ce pas, de défendre les étendues énormes souvent que certains de nos États ont. Prenons le cas de Mali. Le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres. Comment vous faites pour vous projeter dans des zones, dans des confonds très très reculés de votre espace si vous n'avez pas, n'est-ce pas, cette capacité de projection par le biais de cette flotte aérienne militaire? Donc, je prends cet exemple pour montrer le retard qu'on continue d'accuser. Alors, quand je parle de satellites, je parle de renseignement. Si le renseignement militaire dont vous avez besoin, vous le sous-traitez à un pays tiers qui a d'autres intérêts dans votre propre espace, vous conviendrez avec moi que ça va être difficile de mener à bien cette guerre. Alors qu'avec la Russie, pour le peu de temps, et surtout de peu de pays qui ont une relation assumée avec eux depuis un certain temps, je pense à l'Angola, je pense à l'Éthiopie, je pense à d'autres pays, ces gens-là, curieusement, ils ont par exemple leur propre satellite. Ils ont des moyens de défense. Moi, j'étais en Angola, j'ai été surpris, ça fait plus d'une décennie, de constater que des gamins de 18 ans pilotaient pratiquement des MiG. C'est un rêve. C'est un rêve pour les pays dits francophones, où nous étions encore à avoir des fougas magistères, n'est-ce pas, ces avions de la Seconde Guerre mondiale dans notre flotte militaire. Donc, je pense qu'il faut que les gens s'adaptent aux réalités nouvelles. Une Afrique nouvelle se construit dans le monde nouveau dans lequel nous baignons. L'Afrique n'est la chasse gardée de personne. C'est encore une expression du président camerounais que je reprends à mon compte. Mais l'Afrique doit déployer une diplomatie qui tient compte de ses propres réalités. Cela ne signifie pas que nous tournons le dos à qui que ce soit. Cela signifie qu'en fonction de nos intérêts, en fonction de nos objectifs, nous serons amenés dorénavant à avoir un penchant pour des gens qui nous apportent une augmentation dans notre capacité à résistance vis-à-vis des gens qui veulent s'aimer de bordel, excusez-moi l'expression, dans nos États et dans nos pays. Maintenant, aux autres de le prendre comme ils veulent bien le prendre, et c'est ça l'ouverture du monde que nous avons besoin, parce que nous ne pouvons plus continuer d'accepter d'être les marchepieds de ces gens-là qui, pour eux, le développement de l'Afrique n'existe même pas dans leur pays cauchemar. Il faut arrêter avec cette infantilisation de notre continent. Il faut redonner à nos États, à nos peuples et à nos populations la capacité, n'est-ce pas, de disposer, comme le sacro-saint principe de l'ONU, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça paraît une palissade de dire comme ça. Mais au vu des enjeux mondiaux aujourd'hui, c'est quelque chose de déterminant, de fort. Et je vous le rappelle, l'Europe, et on peut comprendre les cris d'orfraie qui sont lancés ici et là, l'Europe joue aujourd'hui sa domination sur des espaces qui étaient les leurs pour les 50 ans à venir. Il ne revient pas aux Africains de regarder ce combat-là en spectateur. Il revient aux Africains de prendre leur part de responsabilité dans la reconquête de leur souveraineté perdue. Et cela passe par des décisions hardies, par des décisions, j'allais dire, assumées, comme celle que prend le Mali aujourd'hui, en se rapprochant de ce nouveau partenaire qu'est la Russie. Et je le rappelle, la Russie a toujours été aux côtés des mouvements africains pour la libération, aux côtés des peuples africains, dans leur volonté de se libérer, n'est-ce pas, de la tutelle colonialiste. Ce n'est pas nouveau. Depuis l'Éthiopie, depuis les batailles qui ont opposé les armées éthiopiennes aux armées italiennes, on a vu que, n'est-ce pas, les armées, n'est-ce pas, éthiopiennes,
était doté de canons qui étaient offerts gracieusement par l'impératrice russe. Donc c'est pas nouveau aujourd'hui, ce type de coopération. La Russie n'a pas de colonies sur le sol africain. Elle a participé peut-être en pointillé au niveau de la conférence de Berlin, mais elle n'a pas pris de colonies sur notre continent. Au contraire, elle a toujours été aux côtés des mouvements de libération en lutte pour leur indépendance. C'est le cas pour l'UPC, c'était le cas pour l'ANC, c'était le cas pour le FLN, c'était le cas pour l'Istiklal, c'était pour le cas pour une kyrielle, je pense, la Guinée de Sékou Touré, je pense au PAGC du Cap-Vert et de Guinée-Bissau d'Amilcar Cabral, etc. etc. Je n'ai pas été exhaustif. Donc les tout récents, c'était le MPLA d'Angola, c'était la SWAPO de la Namibie. Bon, donc voilà, donc nous faisons le bilan de nos coopérations infructueuses avec ce colonial master qui ne nous a pas du tout permis de nous comporter comme des grands garçons dans cette arène mondiale qui est devenue extrêmement violente, qui est devenue extrêmement, j'allais dire, assez tenu du point de vue des enjeux. Il est de bon ton aujourd'hui que nous regardons vers d'autres partenaires. Ce n'est pas seulement la Russie, ça peut être aussi l'Iran, ça peut être le Brésil, ça peut être, je ne sais pas, la Corée du Nord, la Chine, sur le plan économique, etc., etc. Et même l'Inde, pourquoi pas. Bien sûr. Donc, il faut qu'on tienne compte de cela. Je donne une anecdote, elle n'est pas anecdote, mais je donne quand même, par exemple, cette information, je crois que beaucoup d'entre vous avez déjà. Il n'y a pas très longtemps, un pays comme le Venezuela était dans une crise de logement hors norme. Elle ne s'est pas retournée ni vers les États-Unis d'Amérique, ni vers l'Angleterre, ni vers l'Allemagne, ni vers la France, ni même vers la Russie. Elle s'est retournée vers l'Iran, qui a une expertise dans le domaine, n'est-ce pas, de l'habitat social. Et en un laps de temps, ce sont des milliers et des milliers de logements sociaux, j'allais dire de millions, qui sont sortis de terre et qui ont pu endiguer cette inflation au niveau, n'est-ce pas, de logement social au niveau de Venezuela. C'est ce type de coopération que nous avons besoin. Et ce type de coopération sont multiples. Sur le plan médical, il y a Cuba et même l'Inde. Sur le plan informatique, il y a l'Inde. Sur le plan des constructions navales, on peut avoir d'autres partenaires qui existent, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on sache varier sur le plan du renseignement, pourquoi pas Israël. Vous voyez. Donc, ne nous enfermons pas dans des carcans, dans des espèces de cages dans lesquelles on nous a mis et qui nous empêchent de voir d'autres horizons et d'autres ailleurs. Et c'est ça le problème que nous avons avec la France, qui n'a jamais accepté que nous étions les pays indépendants. La preuve, nous continuons d'utiliser leur propre monnaie, qui est le franc CFA, cette monnaie nazie qui nous ont imposée. Ça dénote de ce manque de volonté de décoloniser, de la France de décoloniser réellement. Et comme on dit, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Le moment est arrivé pour les Africains d'arracher leur souveraineté et de se comporter en homme libre sur cette planète Terre. Est-ce que les Africains vont arracher leur souveraineté? Certainement, d'autres diront que sous d'autres cieux, même si africain, ça commence déjà à se faire, on commence à observer un certain nombre de mouvements. Ce qu'on pourrait également dire, et peut-être en guise de rappel, c'est que un sommet d'ailleurs est prévu entre la Russie et bien sûr les États africains au mois de juillet prochain. Et justement, ça c'est entre parenthèses, hein, Monsieur Ndom, on sait que lors du sommet Washington, Afrique-États-Unis, à Washington, certains États, dont justement le Mali, n'avaient pas été conviés à ce type de sommet. Et par rapport, voilà, on connaît très bien les raisons, mais ici, parlant de ce sommet Russie-Afrique, ce sont, je ne veux pas mettre les autres en avant, mais ce sont, disons, entre guillemets, les stars. Ils sont invités, comme les autres chefs d'État africains, et voilà, il est possible hein, qu'on voit là-bas, quand on voit le colonel Assimi Goïta en Russie, il est possible. On voit le président Traoré du Burkina Faso et ainsi de suite. Donc, il y a encore là, justement, on se demande, est-ce que c'est un défi que la Russie, ou alors une leçon que la Russie essaie peut-être de lancer à ses autres adversaires, les Occidentaux. Et peut-être pour revenir sur le cas de la Mauritanie,
On l'a dit à l'entame, d'ailleurs la Mauritanie, parce qu'il faut que les télé-auditeurs le sachent et le comprennent très bien, la Mauritanie faisait justement partie, ou alors fait justement partie de ces pays-là qui se sont prononcés contre la guerre en Ukraine, c'est-à-dire contre la Russie. Mais cela n'a pas empêché la Russie, du moins, voilà, à travers son ministre des Affaires étrangères, aller à la rencontre de ce pays et lui dire, nous respectons votre choix. Mais voilà, on peut quand même, voilà, essayer de coopérer sous une autre forme. Essayons de faire comme ça. Donc, on n'a pas rejeté la Mauritanie, comme on le voit ailleurs. Si vous coopérez avec elle, nous, on va. Ou c'est nous, ou c'est, voilà. Donc, est-ce que c'est pas une leçon, Monsieur Ndom? Non, à la vérité... Leçon de géopolitique, de géostratégie. À la vérité, le sommet États-Unis-Afrique n'avait exclu personne. Il y avait un seul bémol. Oui. Ils expliquaient que les pays qui étaient déjà sous sanction, soit par l'Union africaine, soit par la CEDEAO, ne pouvaient pas participer à ces rencontres. Oui. D'autant plus que les États-Unis étaient dans une opération de charme vis-à-vis de l'ensemble des pays africains, parce que les différents votes concernant l'opération militaire spéciale russe en Ukraine les a secoués sérieusement, a secoué le monde occidental sérieusement. Ils ont tenté par la menace. Madame Ursula von der Leyen promettait, n'est-ce pas, le feu incandescent qui partirait du ciel pour tomber sur les élèves qui avaient tenté de voter dans les directions qui n'étaient pas dans les directions de l'Occident. Et je pense qu'elle s'est gourée, parce qu'on a vu des pays qui votaient mécaniquement, exactement, dans la même manière que la France, que l'Occident, se rebeller et soit s'abstenir, soit voter contre justement cette guerre. Je peux prendre le cas de Gabon et même du Togo pour illustrer mes propos. Mais ce qui se passe, c'est que les États-Unis étaient dans une opération de charme. Mais cette opération de charme, c'est un réveil tardif. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte, l'Occident n'a pas pris en compte les mutations qui s'opèrent au sein du continent africain aujourd'hui, qui sont le fruit de certaines dynamiques, n'est-ce pas, de certaines lames de fond qui traversent notre continent. Parce que nous ne sommes plus dans les années 50. Nous n'avons plus les mêmes élites politiques. Nous n'avons plus la même jeunesse. Nous n'avons plus le même regard, je veux dire, le même regard de futur de la jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est pas exactement la même que celle des années 50. Je vous rappelle que dans les années 50, la plupart des années 40, fin des années 40, début des années 50, je prends cet exemple comme ça pour vous dire, la plupart des bacheliers dans les pays francophones étaient de facto admis à poursuivre les études en France. Ok. À la fin des années 50, début des années 60, il y a eu une variation. D'autres sont allés en Russie, d'autres sont allés dans les pays de l'Europe de l'Est, d'autres sont allés ailleurs. Depuis les années 80, 90, ça s'est encore davantage éclaté. On voit des jeunes Africains qui étudient aujourd'hui en Indonésie, en Australie, en Angleterre, en Chine, partout. Donc, ils ont une ouverture encore plus grande, n'est-ce pas, de leur perception du monde et des enjeux du monde. Conséquence, ils ne peuvent plus comprendre aujourd'hui qu'ils soient comme des gamins dont les peaux sont bourrées de diamants, parce qu'ils ont conscience de la richesse de leur continent, et ces gamins-là qui sont en train de mourir de famine. C'est l'expression que je me prends. Les gamins qui ont les poches bourrées de diamants, mais qui sont affamés. C'est exactement le cas du Niger, avec, n'est-ce pas, son uranium. C'est exactement le cas de Mali, de Burkina Faso, avec son or, avec son coton, etc. etc. Donc, ces jeunes ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la misère et la pauvreté a élu des domiciles chez nous, alors que nous avons tout pour être heureux? Nous avons les terres parmi les plus fertiles. Nous avons un sous-sol immensément riche. Je n'ai cité que ce qu'on exploite et qui est visible aujourd'hui. Je ne parle pas de potentiel énorme, n'est-ce pas, de l'ensemble des pays africains par rapport à notre sous-sol. Alors là, ce questionnement a abouti à une sentence. Cet Occident, parce que ce n'est pas une vue d'esprit. Quand vous avez Helmut Kohl, le chancelier allemand, qui le dit lui-même, surtout, pas que l'Afrique s'industrialise, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on voit le FMI, la Banque mondiale, nous appliquer des plans d'ajustement structurel qui sont dignes, n'est-ce pas, des thérapies pour cheval, pour un être humain, on comprend très bien que pour ces gens-là, il est hors de question qu'on puisse se développer. Donc, à partir donc, de ce raisonnement et de ce constat, surtout quand on parle du cas de Mali, c'est encore plus flagrant. Le président Toumani Touré commençait à lancer
des avertissements. Il dit, voilà la Libye que vous êtes en train de détruire. Le marché de ce débit nous lui-même. Oui, il dit, vous avez fait un truc. Il a dit, bien mais sûr. il n'y a pas de service à prévendre. Ouais. À prévendre, c'est quoi? C'est-à-dire de bloquer la descente de ces ordres, n'est-ce pas, de soi-disant Touareg, mais en réalité de terroristes, qui ont, envahi la bande sahélienne et en ont fait leur base logistique. Et qui ont des prétentions, parce que les amis de ces sous-régions-là n'étaient pas assez mûrs, assez robustes pour essayer de le contenir dans les confins du désert, de dire mais pourquoi ne pas continuer? Et ils ont mis en avant les doctrines wahhabites qui consistaient à dire l'islam que vous pratiquez n'est pas le bon islam, nous allons lancer de nouvelles croisades, de nouveaux djihad pour convaincre les mécréants que vous êtes, les obliger à pratiquer enfin l'islam pur. En fait, c'était la Libye idéologique qu'on mettait en avant. Mais les Maliens disent, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'on n'a pas d'État. Ça veut dire que notre partenaire privilégié, quasi naturel, que la France ne nous a pas permis d'avoir, sur le plan militaire, une équipée capable de nous défendre. Et ils se disent, mais il y a d'autres acteurs, il y a d'autres partenaires, il y a d'autres gens d'ailleurs qui nous tendent la main, qui disent, c'est à vous de prendre ou pas. Et c'est dans cette logique que les jeunes qui sont au pouvoir militaire, officiers, et qui ont pour la plupart fait aussi des études en Russie, il ne faut pas non plus ne pas cacher dessus, on dit pourquoi ne pas essayer avec la Russie? Et depuis qu'ils sont avec la Russie, ils voient les dividendes de cette coopération. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le renforcement de l'arsenal militaire malien, la bonification de leurs aptitudes au combat sur le sol, avec, n'est-ce pas, la coopération et, n'est-ce pas, les entraînements qui sont faits par les instructeurs russes. Le type de renseignement de premier plan. Nous avons, dans cette bande sahélienne, des terroristes qui avaient des renseignements en avance sur l'armée. Chaque fois que l'armée décidait d'aller frapper quelque part, les terroristes étaient déjà informés et ils n'étaient plus là. C'est ça qui donne la latitude au ministre Diop des Affaires étrangères, dit, et il est catégorique là-dessus, il dit la France a aidé à la formation de certains groupes terroristes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que chaque fois, en collaboration avec notre partenaire qui était la France, que nous décidions d'attaquer les terroristes à un endroit, ils n'étaient plus là. Réussissent à s'enfuir. Et quand nous, on se déplaçait, ils avaient exactement l'information sur nos positions, nos déplacements, ce qui leur permettait d'anticiper et de frapper les nôtres avec les conséquences que nous connaissons. Donc, personne n'est plus dupe dans cette affaire-là. Nous comprenons l'attitude de l'Occident qui pleurniche, qui pleure, qui crie, n'est-ce pas, qui est dans les pleurnicheries de gamins, mais nous ne pouvons pas continuer à accepter le rôle de périphérie du monde dans lequel nous avons été confinés, n'est-ce pas, par ce monde unipolaire qui pense être le centre, et nous, la périphérie, être que des bases d'extraction des matières premières, à la fois naturelles, mais même humaines, pour bonifier leur capacité de continuer à dominer le monde. Ce n'est plus acceptable. Nous pensons que les temps sont arrivés pour que l'Afrique aussi puisse avoir le droit à la lumière du soleil. Donc à partir de ce moment-là, un certain nombre de décisions sont prises qui vont dans le sens de ce qui était mon leitmotiv, mon cri de cœur depuis une décennie. Bien sûr. Sur le plateau avec vous, Manou, dont je peux qu'être un homme heureux aujourd'hui, en espérant que ces expériences-là, ces gains-là ne vont pas s'arrêter à ces nouveaux pays qui ont pris la décision de prendre les destinées en main et que ça va irradier l'ensemble de notre continent. Je pense que le prochain, mécaniquement, c'est ça, qui doit mécaniquement tomber, voilà, qui doit tomber dans cette escarcelle de Niger. Et après le Niger, je vois pourquoi pas le Tchad, dont aussi l'arc FR qui part de Conakry au moins jusqu'à Bangui dans un premier temps. Je pense que c'est l'Afrique qui va gagner. Et je rappelle à nos téléauditeurs, cette volonté de nous affranchir de la tutelle française n'a aucun lien avec cette propagande qui est sémée en France de sentiments anti-français. Les Africains n'ont aucun sentiment anti-français. Après, c'est un autre... Parce que beaucoup le disent. Certains disent qu'il y a un sentiment anti-français. D'autres reconnaissent qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français. Nous refusons des politiques des élites françaises en Afrique. Qu'est-ce qui est pourquoi vous n'acceptez pas ce Nous n'avons pas un sentiment anti-français parce que l'homme africain, il est purement humaniste. Il est purement humaniste. Nous sommes conscients que certaines franges, non des moindres, du peuple français, sont aussi victimes de cette politique violente, de cette politique de prédation
de cette élite au pouvoir en France contre l'intérêt de ces France françaises. Et on le voit depuis un certain temps. La rue française gronde, par exemple, ne serait-ce que il y a beaucoup de manifestations de ce côté-là. Des milliers, de millions de personnes. Depuis des semaines qui sont dans les rues parce qu'eux-mêmes, ils subissent de plein fouet, n'est-ce pas, ces politiques erronées qui font la part belle à l'accaparement des richesses par des happy few, ces infimes-là, moins de 5% de la population mondiale a presque 90% des richesses de notre monde. Et cela ne les n'épargne pas ces sociétés-là. Oui. Mais nous disons à ces gens-là, nous n'avons pas une haine quelconque contre vous, peuple français. Mais nous refusons et nous refutons violemment que vos élites politiques imposent une forme d'esclavage moderne contre nous. C'est pour ça que nous allons nous battre contre eux, c'est-à-dire à notre corps défendance, ou avec toutes nos forces, pour sortir de cette cage de fer. Maintenant, si vous êtes capable, à votre tour, il y aura un lien de causalité, je peux vous le garantir. Okay. Si nous réussissons à bouter hors de notre continent cet impérialisme ubiesque, je peux vous dire que la qualité des leadership politiques dans leur propre pays va complètement basculer. Il va complètement basculer. Il tient encore, justement, parce que ces gens-là pillent chez nous pour faire de l'humanitaire à travers les programmes et projets sociaux qu'ils ont chez eux. Si nous coupons complètement, n'est-ce pas, cette ligne d'approvisionnement, excusez-moi de parler comme les militaires, je peux vous dire qu'il y aurait des répercussions violentes au sein de ces sociétés-là, et je ne suis pas sûr que la structure, n'est-ce pas, politique de ces États va être maintenant l'État. On rappelle que vous êtes aussi, vous êtes d'abord, je pense bien, vous allez me corriger, c'est pas le cas, un homme politique. On connaît votre combat, surtout du côté du Cameroun, précisément, particulièrement du côté du Cameroun et de manière générale, bien sûr, en ce qui concerne le continent africain. Avant de poursuivre, on a encore quand même quelques minutes avant de fermer également, de terminer ce programme. Je me retourne vers, une fois de plus, la réalisation. Est-ce que M. Tidiane est avec nous, me signaler? Si oui, je lui pose la première question. Est-ce qu'il est là? L'État a décidé de réactiver cette coopération qui était tombée dans les oubliettes à profit des partenaires qui étaient incapables de répondre aux attentes des Maliens. Aujourd'hui, la Russie... Je pense qu'on va finalement et malheureusement laisser cette option. Nous n'arrivons malheureusement pas à bien vous écouter, M. Tidiane. On espère en tout cas que nous allons vous avoir, pourquoi pas, demain, parce qu'on rappelle que votre programme Regard panafricain est bien sûr programmé ou diffusé, réalisé de lundi à vendredi, lorsqu'il est exactement 20h30 à Yaoundé, ou encore à Douala, ou encore à Malabo. En tout cas, 19h30, temps GMT, ou alors temps universel. Alors, Passion Perfendum, on comprend en tout cas que le Mali, vous allez nous dire si c'est encore toujours de la propagande, parce que ce qu'on entend, c'est que la Russie met encore un peu plus, c'est vrai, le ministre russe est allé, il a visité d'autres pays, visite de travail bien sûr et d'amitié, mais de l'autre côté, on estime qu'on met encore un peu plus de puissance et plus de force, de fermeté en ce qui concerne la relation entre la Russie et bien sûr le Mali, comme pour dire que c'est un peu particulier, le Mali, pour la Russie. Est-ce que c'est le cas? Non. Je pense que on ne peut pas se voir la face. Oui. Il y a un leadership assumé du côté malien qui a pris un certain nombre de décisions qui ne font pas plaisir du tout à Paris surtout. Parce que quand vous décidez de renvoyer un ambassadeur, quand vous décidez de ne plus permettre que ces agents de propagande qui étaient les médias français, je rappelle pour nos téléauditeurs que par exemple un média comme RFI était écouté et continue d'ailleurs d'être écouté dans certaines localités africaines à modulation de fréquence. Ah oui. Ouais. Même dans les coins les plus reculés. Reculés, tout à fait. Ce n'est pas du tout acceptable. Puisque l'inverse n'est pas possible. Malheureusement, nous le constatons avec l'opération militaire spéciale russe en Ukraine que, contrairement à ce qu'on avait pensé, ou bien ce que les gens pensaient, et nous étions peut-être quelques rares, ça fait quelques décennies de penser le contraire, l'information n'est pas neutre venant de ces gens. Il est souvent orienté parce que la campagne
en réalité leur politique. Vous souvenez de semblant de tollé de l'office des médias français quand Macron leur a rappelé à l'ordre, le président français, en leur disant attention, vous avez pour vocation d'accompagner la diplomatie et la politique française à l'étranger. Non, c'est pas ça, nous sommes indépendants, nous sommes autonomes. Mais vous voyez, c'était tellement gros que tout le monde avait compris, même ceux qui ne voulaient pas comprendre ce qu'on leur disait depuis. Ça veut dire que ces médias ne sont pas neutres, comme on le pense. Je fais encore un clin d'œil à M. Pujadas, dont je découvre la nature de propagandiste hors pair au service des forces, n'est-ce pas, impérialistes de l'Occident. Parce que c'est ça qui est la vérité. La neutralité, arrêtée, n'existe pas de ce monde. Les gens protègent leurs intérêts. Donc, à partir de ce moment-là, ces décisions qui ont été prises par le Mali, expulsion de l'ambassadeur parce qu'il ne faisait plus l'affaire, il ne respectait plus les autorités maliennes, les médias qui intoxiquaient les populations au niveau de Mali ne sont plus du tout accessibles par les Maliens, et un certain nombre de décisions, la décision la plus radicale de mettre de côté la force Barkhane en leur disant nous ne voulons plus de votre présence chez nous, mais en s'entichant maintenant avec la Russie qui apporte son savoir-faire, mais qui apporte aussi, n'est-ce pas, ses forces d'entraînement, comme le groupe Wagner, comme il l'appelle. Ça fait très mal à l'Occident, parce que l'Occident est en train d'être, on lui taille des croupières actuellement avec ce groupe Wagner au niveau de l'Ukraine. Donc, ils voient bien qu'avec l'autonomisation de l'Afrique sur le plan militaire, c'est un pan, j'aurais dit, un argument qui justifie leur politique, qui justifie leur présence, qui justifie la même mise sur notre continent qui va sauter. C'est un verrou important qui va sauter. Si ce nœud-là est défait, c'est de plus en plus de liberté que vont prendre les Africains dans le cadre de leur destin, de leur destin. Alors, et ça ne fait pas que de gens qui sont heureux. J'ai pris le cas du Niger tout à l'heure, pour moi c'est fatal, qu'on le veuille ou non, il y aurait des problèmes au Niger. Comment expliquer que la France aujourd'hui soit l'un des premiers producteurs de centrales nucléaires civiles et qu'il propose même la construction des EPR, ce sont les réacteurs de dernière génération, sur 10 ans, c'est-à-dire qu'il dit, je vous propose la mise sur pied chez vous d'une centrale nucléaire civile qui va vous fournir de l'électricité, et je vous garantis la fourniture en cet uranium-là qui permet de faire tourner sur 10 ans. Alors que sur le sol français, il n'y a pas une once d'uranium. Comment vous le comprenez? Au même moment, on vous montre les chiffres d'affaires d'Areva. On vous montre la nocivité de l'État français chaque fois qu'un président nigérian a tenté de renégocier un peu la hausse de prix de la vente de son propre uranium. Mamadou Tamdja en a fait les frais. Donc, les jeunes africains regardent tout ça. Ils voient tout ça. Ils se disent, mais non, ça ne peut plus continuer comme ça. C'est ces contrats léonins qui n'ont plus du tout de sens aujourd'hui en plein 21e siècle, on ne peut plus continuer d'accepter. Et c'est ça qui fait mal. Parce que l'Afrique était devenue comme la dernière frontière de cette géopolitique inique, de ce rapport inique qu'on impose à notre continent. On dit l'Afrique est pauvre. Non, l'Afrique n'est pas pauvre comme disait quelqu'un, on l'a empauvré mieux. On a imposé à la tête de nos continents les hommes qui étaient ce que j'appelle les chiens couchants de l'impérialisme. Et ça, le Mali est en train de mettre fin à cela. Et cela, le président Touadéra, au niveau de la Centrafrique, est en train de mettre fin à cela. Et ça, je vois Ibrahim Traoré au niveau de Burkina Faso, qui se rapproche de plus en plus. Oui. Donc, et l'Algérie s'est déjà débarrassée, n'est-ce pas, de ces contraintes depuis très longtemps, l'Angola et d'autres pays qui sont en train de se développer à grande vitesse. L'Éthiopie vient de prouver aux États-Unis que malgré le fait que entre les Américains et eux, ils ont des liens assez forts, ils ne peuvent pas accepter que les États-Unis viennent s'immiscer dans les affaires intérieures de leur propre pays pour ne pas dupliquer l'exemple du Soudan. Vous savez très bien que le grand John Garang, qui était le leader sud-soudanais, dans son projet, il n'était pas question de cession, de partition du pays, mais plutôt d'une autonomie un peu plus large du Sud-Soudan, parce qu'il comprenait très bien les enjeux. Quand on rentre dans la partition, ça peut créer des situations comme ce que nous voyons aujourd'hui au Sud-Soudan. Donc, l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de tous ces fragments, n'est-ce pas, du drame africain, sont pertinemment bien analysés
par la jeunesse africaine aujourd'hui. Donc elle est bien consciente des enjeux. C'est les autres qui ont continué de nous regarder avec les yeux des gens qu'on venait à peine de sortir de la colonisation dans les années 50. Non, beaucoup de choses ont changé et les gens se disent mais pourquoi Singapour peut être comme ça? Pourquoi le Qatar? Qu'est-ce que le Qatar a plus de plus important que le Gabon? Pourquoi l'Indonésie qui est devenue un véritable dragon? On ne le dit pas assez. Sur le plan démographique, il est peut-être la 4e puissance démographique du monde, avec des avancées hors normes. Mais regardez leur circuit. Bon, ça nous permet aussi d'adresser nos sincères condoléances aux peuples turcs et syriens qui ont été frappés par ces séismes hors normes. On parle aujourd'hui de plus de 20 000 morts. Et pourquoi la Turquie peut se donner cette liberté d'être cette puissance, j'allais dire, de milieu, qui est libre de jouer, bien qu'ils soient à l'OTAN, mais d'avoir de très bons rapports, et avec la Russie, et avec l'Iran depuis un certain temps, et avec d'autres pays qui ne sont pas forcément les amis de l'Occident, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelle une puissance d'équilibre, que la France a perdu. Donc voilà. Donc, je pense sincèrement que les jeunes Africains se rendent bien compte que notre avenir, demain pour nous, ça se joue maintenant. Et pour que ça puisse se jouer correctement, il faut qu'on s'entoure des amis qui sont prêts à nous aider à sortir de ce tourbillon. Ce tourbillon dans lequel nous avons été confinés depuis des décennies et nous ne pouvons plus accepter de continuer d'y rester. Nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir des coopérations win-win, comme le disait le président Laurent Gbagbo, avec tous les pays du monde, parce que c'est la voie royale par laquelle nous allons enfin mettre fin à cette humiliation éternel de ce regard des autres peuples du monde sur l'homme noir en général. La libération de l'impact effectivement sur le regard qu'on porte sur les États africains. Si nous réussissons à nous sortir de cette cage de fer, le regard des autres peuples du monde, pas seulement sur l'Africain, mais sur l'homme noir en général, changera évidemment. C'est tout le mal que l'on nous souhaite avec notre, on appelle mélanine. Voilà, l'homme noir. En tout cas, je pense que nous sommes tous fiers d'appartenir à cette race, et surtout nous sommes contents de faire partie de ce combat qu'on a dénommé depuis des années, ce combat panafricain. Avant de vous passer la parole pour le dernier mot, effectivement, on rappelle que le ministre russe des Affaires étrangères s'est donc rendu du côté de Mali. Il y a eu beaucoup de promesses, en tout cas beaucoup d'accords entre les deux pays. Et il s'agit également, au-delà de l'aspect sécuritaire, il existe aussi, en tout cas, d'après ce qu'on a eu comme information, un dialogue politique entre les deux pays. Et d'ailleurs, c'est quoi le dialogue politique? Est-ce qu'il y a une différence entre, lorsqu'on nous parle d'un accord, des accords sécuritaires ou encore militaires, et on nous dit quand même que les deux pays vont discuter dans le cadre d'un dialogue politique? Qu'est-ce que ça implique? Mais ça implique en réalité, du point de vue de l'orientation politique, beaucoup de choses. Les accords militaires, c'est-à-dire on vous aide, vous avez la difficulté, on peut vous aider à muscler le jeu du point de vue de la capacité de votre armée à résister, mais ça se limite pas là. Le dialogue politique, ça veut dire par exemple les problèmes qui se posent sur notre planète aujourd'hui. On va, vous vous souvenez, le président Macky Sall qui sera d'ailleurs, on peut dire, sur insistance de l'Occident parce que ça donne du sens à la propagande. Attention, la Russie va créer une famine hors norme. Et quand le président Macky Sall va là-bas, il négocie quoi? Pardon, desserrer un peu le taux pour que les bateaux à grains, comme on les appelle, puissent ravitailler l'Afrique, mais surtout aussi la question des engrais. Donc, le type de coopération comme ça, je vous rappelle que depuis un certain temps, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est le deuxième producteur de riz. Le Mali est en train de construire des cimenteries. Le Mali est en train de construire des usines qui vont produire des engrais, n'est-ce pas, à partir de phosphate. Donc ça participe de tout cela. Et puis, la vision globale du monde. Comment voit-on le monde de demain? On le voit-il avec les mêmes pristes, avec la prééminence, la dominance du pétrodollar dans tous les échanges qui concernent le pétrole, ou peut-on avoir d'autres paniers de monnaie qui participent aux échanges commerciaux sur le plan international? Sur le plan, par exemple, je vous ai parlé, par exemple, il y a une bataille qui arrive, la bataille du ciel, comme on le dit. C'est-à-dire que là, sur notre tête, là, comment ça va se passer? Faudra-t-il, à un moment donné, ne pas penser à réglementer ce ciel-là de telle manière que chaque région, chaque espace, chaque pays puisse avoir la capacité, dit aussi, d'avoir
n'est-ce pas, de l'espace dans cet espace, etc., etc. Sur le plan civilisationnel, vous voyez, avec cette attaque violente qui s'est passée depuis quelques années, ce que j'appelle le nouveau droit de l'homme, et que recuse complètement la Russie, parce qu'il parle d'un combat civilisationnel. Quelle est la position de Mali par rapport à ces questions de LGBT, à ces prétendus droits de l'homme, nouveaux droits de l'homme qu'on veut nous imposer? Ça semble léger, mais c'est ça le cœur des confrontations qui existent aujourd'hui entre ceux qui sont pour la continuation de ce monde unipolaire et ceux qui sont pour la création d'un nouveau paradigme qui va aboutir à un monde multipolaire. Donc c'est ça qui est en gros l'ensemble de ces dimensions politiques. Et je rappelle, peut-être pour sortir par là, pour dire, arrêtez, le monde bouge. Le monde bouge et je suis heureux d'avoir été à vos côtés pour contribuer au moins au niveau de réplique médiatique très important à cette innovation, à cette banderie que nous avons posée pour dire l'Afrique est capable aussi de produire sa propre communication, de produire sa propre information, de produire sa propre analyse sur les enjeux dans le monde aujourd'hui. Donc vous avez été présente à Washington, j'espère que vous serez encore présente du côté de la Russie, parce que Forum Média est devenu un média de référence. J'insiste sur la coopération entre Russia Today, Sputnik et ce média pour que les Africains continuent d'avoir la possibilité d'avoir l'œil africain, le regard africain, l'analyse africaine sur les enjeux majeurs qui traversent notre monde aujourd'hui. Et c'est en cela que je me félicite de penser d'avoir été aux côtés de cette Russie. C'est plus que dans mon ADN, parce que je pense que quand on a été longtemps en esclavage, chaque main qu'on vous tend pour vous libérer est une main de salut. Et nous remercions beaucoup, n'est-ce pas, la diplomatie russe aujourd'hui, qui a un regard un peu plus étoffé, un peu plus, j'allais dire, dynamique dans les rapports politiques et diplomatiques qu'ils ont de plus en plus avec notre continent. Et là, en février, nous allons assister pour la première fois à des manœuvres militaires en Afrique du Sud, qui auront pour éléments les forces russes, les forces chinoises et les forces sud-africaines. Là encore, c'est une innovation majeure qui fait grincer les dents du côté de l'Occident, qui pensait que l'Afrique du Sud était leur chasse gardée. Comme du côté d'Égypte, on a vu qu'une centrale nucléaire civile va être construite au niveau de l'Égypte. Et quel est le pays qui a gagné ce marché? C'est encore la Russie. Vous voyez comment le monde bouge. C'est nous qui sommes statiques dans le golfe de Guinée. C'est mon coup de gueule pour dire qu'on doit cesser d'être le cœur des ténèbres de notre continent. Avançons nous aussi. L'Afrique nous regarde. L'Afrique nous regarde. Avançons. Merci à vous, monsieur Parfendom. C'était vraiment... on a passé un agréable moment en votre compagnie. Merci aussi à nos téléspectateurs. Merci pour vos messages, chers auditeurs, si vous voulez. C'est le vocable nouveau. C'est le vocable nouveau, oui. mais en même temps, il faut le dire, ce programme est aussi diffusé sur les antennes de Forum Média Télévision. Voilà. Donc, il sera également diffusé. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de partager l'information, l'actualité, de discuter et d'analyser, bien sûr, avec vous. Vous savez que c'est vous qui le faites. Et voilà, on essaye de vous servir et de bien vous servir. C'est donc la fin de notre programme Regard panafricain sur For You Média, For You Radio, la 96.3 FM. À très vite. Radio, Ouagadougou, Bamako, Conakry, Bujumbura. For You